Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau vlog. Alors c'est un vlog qui fait suite à une vidéo qui a été faite il y a peu de temps sur la chaîne qui s'appelle Doit-on changer notre façon de lutter contre les fake meds? Je vous la remets ici et vous l'avez aussi en bas dans la description. Pourquoi faire une vidéo 2? Parce qu'en fait c'est un sujet qui est vraiment au centre d'un certain nombre de débats houleux sur les réseaux sociaux et qui est assez clivant, et pour lequel avoir une position, on va dire, mesurée, ou en tout cas une démarche d'esprit critique et de scepticisme est parfois chose difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ces questions de thérapie alternative. D'un côté, vous avez des médecins, en tout cas un système de santé qui défend une certaine vision de la médecine basée sur les preuves, on en reparlera, et de l'autre côté, des soins qui vont être plutôt basés sur de l'intuition, de la sensation, et surtout qui sont complètement hors de contrôle d'un certain nombre d'organismes de régulation. Et en ça pose un certain nombre de soucis, puisque dans ces thérapies-là, il y a énormément d'argent, et il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi de l'influence et du risque sectaire. Donc effectivement, mettant en balance ces deux positions-là, on peut se dire que on a tout intérêt à être du côté de la médecine basée sur la science et qu'il n'y a aucun intérêt d'aller chercher quelque chose au niveau des thérapies complémentaires. Le problème quand on se positionne dans cette dichotomie, c'est que d'un côté, on considère et donc on accepte que la médecine basée sur la science est quelque chose qui va résoudre l'ensemble des problèmes qui vont lui être confrontés. Et que les thérapies alternatives sont des thérapies pour lesquelles la science ne peut rien et n'a rien montré et de toute façon n'explique rien aux problématiques. Cette dichotomie, elle est problématique parce qu'en réalité, la médecine basée sur la science n'explique pas tout ce qu'il se passe dans le corps humain et encore moins les réactions du corps humain à un certain nombre de choses. Et ces thérapies complémentaires sont certes pour un certain nombre sans fondement scientifique solide, mais obtiennent un certain nombre de résultats, qu'ils soient classés comme de l'effet placebo, de l'effet conceptuel, de l'effet nocebo, quand on les prend et quand on les utilise. Au milieu de ces deux approches médicales, vous avez le patient. Le patient, lui, ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est d'avoir une réponse à ses questionnements sur le plan de la santé, que ce soit des symptômes peu sévères comme des symptômes plus graves, et de trouver une solution qui fonctionne et qui l'apaise, que ce soit sur le plan physique et aussi psychologique. Quand on apprend aux premières années, moi ça me fait penser à quand je corrigeais les copies de SHS quand j'étais chef de clinique à Lyon, où toutes les copies commençaient par la santé est un état de bien-être physique, psychosocial, selon l'OMS. Voilà, il y a la définition de l'OMS, je vais vous la mettre en bas, là on va vous la mettre en bas. Toutes les copies commençaient par ça. Et c'est assez marrant que finalement, quand on a fini ses études de médecine, on ait oublié cette phrase qui fait de la santé un état complexe en fait, qui ne se base pas uniquement sur la résolution de problèmes physiologiques, on va dire. Il y a aussi toute une part psychologique, il y a aussi une part sociale de la santé. Et donc tout ça fait qu'on ne peut pas, et je pense aujourd'hui en 2023, on ne doit pas résoudre toute notre approche sur une médecine basée sur la preuve. Alors il y a plein de raisons qui m'ont fait cheminer vers ça. Cela dit, attention, je ne dis pas qu'il faut aller vers une acceptation et une ouverture totale sur les thérapies complémentaires. Il y a plein de problématiques avec ces thérapies et c'est bien tout l'objet du travail que l'on est en train de mener actuellement à l'Université de Strasbourg et j'en suis assez fier puisque j'en fais partie et les premiers échanges qu'on a eus sont plutôt des échanges qui vont dans le bon sens, selon moi. La première vidéo, elle faisait suite à un papier, un préprint sur lequel je suis deuxième auteur, de Fabrice Bernat, donc psychiatre, membre du CUMIC. Le CUMIC, c'est le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui a été créé afin de mieux évaluer, en tout cas, les thérapies complémentaires et d'apporter un peu d'université et de science dans leur évaluation et leur encadrement. C'est pour moi une initiative intéressante. Cette publication, elle a fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux. Alors c'est une tempête très modérée, les réseaux sociaux. Mais cela dit, un certain nombre de mes amis, mes collègues avec qui j'ai
jusqu'à présent été extrêmement fermes sur les thérapies alternatives, se sont émus quand même de me voir co-signer une publication avec un certain nombre de personnalités fumeuses pour eux, puisqu'elles faisaient partie de la sphère un petit peu des défenseurs des thérapies alternatives. J'ai eu pas mal de discussions avec ces gens et j'entends leurs arguments, hein. Je trouve que pour certains ils sont bons, pour d'autres je les trouve un petit peu biaisés par effectivement un espèce de sophisme génétique, on tape sur le messager, pas vraiment sur le message, on comprend pas un petit peu la problématique plus complexe, on est dans une version un peu militante contre les fake meds, en disant c'est impossible de défendre à minima les fake meds parce qu'il y a un risque de dérive sectaire, parce qu'il y a un risque de dérive notamment business, voilà. Tout ça, moi, je le réfute pas, hein. Le fait qu'il y ait des gens qui finissent dans des sectes, qui sont sous emprise, après être rentrés, on va dire, dans une thérapie alternative. Cela dit, ce risque est-il un risque majeur et, on va dire, qui est inhérent à la prise de toute thérapie complémentaire? C'est préoccupant pour un certain nombre de thérapies, et on remercie et on salue l'action d'un certain nombre d'associations et de gens qui font de la veille contre ça, notamment le GNP, avec qui j'ai eu des grandes discussions et je leur en remercie. On a eu des très bonnes discussions. Donc la suite de cette publication, ça va être, je l'espère, des conférences, des débats, des discussions, et un certain nombre de gens de la sphère sceptique se sont déjà manifestés pour dire qu'effectivement, une position peut-être un tout petit peu plus nuancée ne serait pas quelque chose qui desservirait, on va dire, la lutte contre ces dérives et contre les abus dans les thérapies complémentaires. Donc cette vidéo, je vous la fais parce que aujourd'hui a été créé à la faculté de Strasbourg l'Observatoire sur l'enseignement des thérapies complémentaires, auquel maintenant je fais partie, j'en suis très fier. Cet observatoire va avoir plusieurs missions au niveau de la faculté, et notamment celui d'évaluer les enseignements qui sont faits au sein des diplômes universitaires ou même des unités d'enseignement de la faculté de médecine et qui ont attrait aux thérapies complémentaires afin de s'assurer qu'un certain nombre d'items de qualité y sont proférés. L'idée n'est pas de censurer ces enseignements. Il est important, et je le redis dans cette vidéo, que nous puissions enseigner à nos collègues médecins, infirmiers, aides-soignants, tout ce que vous voulez, la base de ces thérapies alternatives pour savoir de quoi on parle. C'est vraiment important et c'est fondamental. Je pense que quand vous avez une discussion avec un médecin qui vous parle d'un traitement que vous allez prendre, vous ne vous doutez pas une seconde que ce médecin ne connaisse pas le traitement qu'il est en train de vous prescrire. Alors voilà, une chimiothérapie, un antibiotique, un antihypertenseur, voilà. Vous êtes censé, et c'est le cas, vous êtes censé savoir de quoi vous parlez, l'action de ce médicament, ses effets indésirables, son cadre de prescription, et donc vous ne pouvez pas imaginer qu'un médecin vous parle de quelque chose sans en avoir au moins un peu une idée assez claire. Ou, dans ce cas-là, s'il n'en a pas l'idée claire, il vous le dit. Je ne sais pas, je vais me renseigner, je vous adresse vers un confrère. Donc je pense que c'est important d'expliquer aux gens ce qu'est l'homéopathie, comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors, attention, on sait que ça marche pas, enfin qu'il n'y a pas d'effet propre. Mais en tout cas, quels sont les concepts qu'il y a derrière l'homéopathie, derrière l'acupuncture, derrière l'iridothérapie ou je ne sais quel truc. C'est important de le savoir parce que si jamais c'est du bullshit, vraiment, eh bien, vous devez pouvoir l'expliquer aux patients. Cet observatoire, il regroupe un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément d'appétence dans les thérapies complémentaires, qui sont même extrêmement scientifiques et dans une pratique basée sur la preuve, mais tous ont fait le constat que la médecine que nous pratiquons n'est pas une médecine qui est basée sur la preuve de haut niveau scientifique en permanence. Elle est souvent basée sur notre expérience, notre avis d'expert, qui, effectivement, peut-être est un peu meilleur que l'avis de Micheline, 55 ans, qui a lu quelque chose sur Facebook. À n'en point douter. Cela dit, il ne faut pas non plus croire que l'ensemble des décisions médicales qui sont prises le sont sur des bases scientifiques ultra solides en permanence. Elles sont normalement faites sur ces bases solides quand elles existent ou sur un certain nombre d'expériences avec un contrôle du bénéfice et des risques que ces décisions vont emporter. Mais un certain nombre de médecins, et tous les médecins, vont pouvoir aussi être victimes de biais cognitifs, de biais décisionnels dans leur pratique médicale, tout comme on peut critiquer ces biais chez les thérapeutes alternatifs. Et c'est important, avant de vouloir faire une espèce d'assainissement de cet enseignement, pouvoir se dire aussi, je vais aussi regarder ce qui se fait du côté de l'enseignement classique,
Et c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, ce qu'on enseigne aux étudiants en médecine, c'est extrêmement binaire. C'est blanc ou noir. Pour des volontés pédagogiques, on essaye de ne pas leur exposer toutes ces nuances de gris qu'il y a dans la médecine pour qu'ils puissent sortir avec des connaissances un peu, on va dire, cadrées. Cela dit, une fois qu'ils arrivent dans leur spécialité après leurs études, on leur montre un certain nombre de nuances de gris et finalement, c'est un petit peu en dissonance par rapport à ce qu'ils ont appris pendant 6 ans. Et donc ça, peut-être qu'on doit aussi évoluer par rapport à ça, puisque ça permettrait aussi d'avoir une vision de la médecine et une médecine peut-être un tout petit peu plus humaine, un tout petit peu plus humble aussi parfois. Donc il y a des biais dans la médecine basée sur la science. D'ailleurs, c'est l'objet d'un cours que l'on fait à la faculté de Strasbourg. Donc si vous êtes à cette faculté, que vous êtes en études de médecine, n'hésitez pas à vous inscrire à ce module qui est très intéressant. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui illustre assez bien que parfois, on peut quand même se tromper sur les médecines complémentaires. On reproche beaucoup aux médecines complémentaires de ne pas avoir fait leurs preuves dans un système moderne avec une évaluation basée sur la répétabilité et le contrôle des facteurs de confusion, c'est-à-dire une étude contrôlée randomisée contre placebo ou contre un traitement de référence. Eh bien, figurez-vous que pas plus tard que cette année est sorti dans un des plus prestigieux journaux médicaux, une étude qui a regardé l'effet d'un composé de médecine chinoise dans le risque de faire des événements cardiovasculaires après un infarctus du myocarde en Chine. Alors ce composé, je vais vous donner son nom, c'est le Tongxinliu. Le Tongxinliu, prononcez ça comme vous voulez. Le Tongxinliu, ce sont des capsules à base d'herbes et d'insectes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Tongxinliu? Il y a du ginseng, il y a du scorpion, il y a des espèces de vers aussi dedans, enfin, voilà. Il y a des racines, il y a des fleurs, il y a de la turpentine. Et un peu de sucre en poudre. Et donc parmi tous ces composés, voilà, espèce de pudding à l'arsenic là, vous avez des composés chimiques à l'intérieur de ce Tongxinliu, notamment la péoniflorine et les ginsénosides RG1 et RB1, qui sont les composants actifs du ginseng. Et en fait, il se trouve qu'il y a des études in vitro avec ces composés, notamment qui sont présents dans le Tongxinliu, qui ont montré des effets qui pourraient être des effets cardioprotecteurs, notamment avec l'amélioration de la microcirculation au niveau du myocarde, donc c'est le muscle cardiaque, et la limitation des effets de l'infarctus. Eh bien, il y a ce composé qui existe, qui est un mélange de plein de trucs, qui était là comme ça, utilisé pour la santé cardiovasculaire dans la médecine traditionnelle. Alors vous allez me dire, encore une fois, voilà, médecine traditionnelle, il y a des plantes, il y a des scorpions, des machins, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pue le bullshit à 10 km. Eh bien, figurez-vous que ce Tongxinliu, il a été évalué versus placebo dans une étude contrôlée randomisée chez pas loin de 4000 Chinois, je crois. Exactement 3777 patients. Donc c'était essentiellement des hommes d'une soixantaine d'années qui faisaient un infarctus. Les hommes de 60 ans, c'est la population majoritaire des infarctus du myocarde. Les patients ont été traités pour leur infarctus du myocarde et pendant 1 an, on leur a donné du Tongxinliu ou un placebo. Après un infarctus, on sait que dans l'année qui suit l'infarctus, il y a un certain nombre de récidives, en tout cas d'apparition d'événements cardiovasculaires. C'est évidemment quelque chose de grave et qui est extrêmement préoccupant pour la santé publique et pour la santé de la personne. Eh bien, figurez-vous que quand on donne du Tongxinliu, dans cette étude en tout cas, eh bien, on réduit la quantité d'événements cardiovasculaires. Et bon, je ne rentre pas dans les détails de l'étude, mais globalement, en donnant du Tongxinliu aux patients, eh bien, il y a une amélioration de leur état de santé cardiovasculaire. Ils font moins de problèmes dans l'année qui suit l'infarctus. Donc on a là un niveau de preuve qui est extrêmement élevé, c'est une étude randomisée contrôlée contre placebo, en double aveugle, dans une population qui est la population qui prend la médecine traditionnelle chinoise, ce sont les patients chinois, et on a vu une efficacité, et ça a été publié dans une des plus prestigieuses revues médicales aujourd'hui. Donc en fait, quand on évalue la médecine alternative, c'est quand même considéré comme une médecine alternative. Eh bien on se rend compte qu'il y a quand même des effets intéressants. Alors on n'explique pas l'effet,
On n'explique pas l'effet, il y a des pistes physiologiques, hein, donc il y a des composés dans ces trucs-là, donc c'est quand même des composés actifs. Alors il faut nuancer aussi le fait que peut-être que la population chinoise est peut-être un tout petit peu moins bien traitée, en tout cas les standards de traitement de l'infarctus chez ces patients ne sont peut-être pas forcément tout à fait les mêmes, c'est pas peut-être tout à fait les mêmes patients qui arrivent à l'infarctus, et donc peut-être dans une population européenne, ces composés seraient moins efficaces. Peut-être. Ça vaudrait peut-être le coup de refaire cette étude dans une population caucasienne. Donc en fait, attention à nos préjugés, quand on évalue les médecines complémentaires, des fois elles peuvent être efficaces. Je vous renvoie à l'adage de la dent de Fontenelle, hein, qui dit « assurons-nous bien du fait avant d'en expliquer la cause ». C'est pas parce qu'on voit un effet qui est réel qu'on a l'explication de cet effet. Il y a un effet de prendre ce médicament sur la santé cardiovasculaire. Ensuite, cette étude ne nous dit pas quel est cet effet. Hein, il y a quelques pistes fondamentales, tout ça, mais on ne sait pas. Et c'est peut-être encore des pistes de travail. Donc soyons vigilants quand même, hein, c'est pas un plaidoyer pour les médecines complémentaires. Mais tout ça pour vous dire qu'il existe quand même des choses qui sont évaluées et on peut être surpris par l'efficacité de ces traitements. Donc tout ça pour vous dire que depuis la publication de la première vidéo, un certain nombre de choses se sont passées, les choses avancent, on essaye de construire quelque chose qui nous semble un petit peu plus juste autour des médecines complémentaires en essayant de faire le tri hein, du bon et du mauvais. Il y a vraiment des choses qui sont complètement du bullshit, qui sont là pour faire de l'argent, qui sont là pour faire de l'emprise mentale, et donc ces trucs-là seront immédiatement disqualifiés. Et il y a un certain nombre d'autres choses qui sont, on va dire, beaucoup plus nuancées dans leur pratique, dans leur approche, et de fait, eh bien, on ne peut pas les balayer d'un revers de main. On peut se dire que notre médecine actuelle n'explique pas tout, ne peut pas tout traiter, ou en tout cas, nous n'avons pas les ressources thérapeutiques dans cette médecine pour pallier à l'ensemble des problèmes qui nous sont présentés par nos patients. Ces thérapies-là existent et pour un certain nombre sont sans danger, je mets ça entre gros guillemets, et peuvent être encadrées et apporter un certain soutien. Donc, ne les réfutons pas en bloc, essayons d'en avoir une pratique et une utilisation modérée qui mettent en sécurité nos patients. Donc j'espère que à l'avenir, j'aurai d'autres vidéos sur le sujet à vous présenter. J'espère que vous avez appris des choses quand même dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Keep on healing, keep on working.